Bon, je vais recommencer mon pitch, pas depuis le début, mais je suis content et honoré d'avoir, je vais dire, mon binôme, mon couple, voilà. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend très bien. D'ailleurs, il vient directement à l'estrade. Non, le professeur Jean-Philippe Rigaud, il fait partie des 7 personnes qui ont été nommées universitaires en dehors des CHU. Donc, voilà, après une longue carrière au sein de la société de réanimation, une longue carrière hospitalière en tant que chef de service au centre hospitalier de Dieppe, donc en médecine intensive réanimation, beaucoup impliqué à l'ERN, l'espace de réflexion éthique Normandie. On voit le logo là en tant que président du conseil d'orientation, beaucoup impliqué dans le centre national de la fin de vie. Il a beaucoup participé aux débats qui ont lieu, notamment sur la loi d'aide active à mourir, donc qui va changer un petit peu de nom et qui va se modifier. Donc Jean-Philippe est le représentant de la société de réanimation à ce titre, et puis surtout son expérience de réanimateur. J'allais dire d'humaniste, mais on en parle beaucoup et je crois beaucoup à ce terme-là et pour Jean-Philippe, ça le représente totalement. Et il va nous parler de la culture qualité de vie, entre parenthèses conditions de, mais maintenant on sait qu'effectivement ce terme est aussi usité. L'environnement est important, les conditions dans lesquelles on travaille sont importantes, les conditions de travail. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Pierre. Alors l'honneur est partagé. Donc comme j'ai le micro, je vais l'utiliser avant la présentation et l'apparition de la première diapositive. Alors je voudrais d'abord dire un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité à m'exprimer cet après-midi. Remercier de l'accueil chaleureux de l'équipe de Chalon et puis remercier particulièrement Thomas, Corinne et Aurore et puis toutes leurs équipes. Je ne connais pas le prénom de toutes et tous. Et puis vous remercier pour vos beaux sourires, surtout c'est très important, et la chaleur de cet accueil. Le congrès a été de qualité, enfin, jusqu'à ma présentation, on va bien voir ce que ça va devenir après. Je vais vous parler donc de culture qualité de vie au travail. Alors on rajoute effectivement les conditions de travail. J'ai pas de lien d'intérêt dans cette présentation sur le fait d'animer, du moins d'essayer d'animer le groupe de travail sur la qualité de vie et les conditions de travail au sein de la société de réanimation de langue française. On en reparlera un petit peu au cours de la présentation. Il y a une littérature abondante, en tout cas vous pourrez trouver ça sur Internet, auprès des, voyez, de différents organismes, la Haute Autorité de Santé bien sûr, l'Agence nationale pour l'amélioration de la qualité des conditions de travail, sur la FHF, Fédération hospitalière de France. Il y a un certain nombre de documents qui existent concernant la qualité de vie au travail dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, comme vous voyez, mais il y a aussi peu d'éléments concernant notre spécialité de réanimation, qu'elle soit chirurgicale ou médicale ou MIR. L'histoire de la qualité de vie au travail, ça commence il y a peu de temps quand même, quand on explore un petit peu tout ça. Avant, vous savez, on parlait de souffrance au travail globalement et politiquement. Le terme plus politiquement correct est de parler de qualité de vie au travail. On verra, on a évoqué d'abord dans le Code du travail, il était fait obligation à l'employeur de prendre en compte les risques psychosociaux qui pouvaient être délétères pour les employés. C'est tout ce qui pouvait avoir un impact sur la santé physique et mentale des personnes. Et puis 2008, c'est pas très vieux, il y a une quinzaine d'années, il y a ce qu'on appelle les accords nationaux interprofessionnels. C'est des négociations qui ont lieu entre les organisations syndicales, les représentants des travailleurs et bien sûr le patronat. Et donc qui portait ces négociations, en tout cas cet accord qui a été conclu en 2008, portait sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés. Et dans ces risques psychosociaux, que je ne détaille pas parce qu'ils sont souvent inhérents à une profession, une catégorie professionnelle, on a ajouté la notion de stress au travail. Un nouvel accord national interprofessionnel en 2010 a ajouté le harcèlement, les violences et les addictions. Vous voyez, tout ça, c'est pas très vieux, toute cette prise en compte. Et puis l'INRS, qui est un institut qui est connu, a rajouté l'épuisement professionnel. Donc on avance toujours dans l'enrichissement de cette législation et
évoqué aussi les violences internes. Alors internes, c'est entre collègues de travail, tout simplement. Et externes, ça peut être, pour notre profession, ça peut être un visiteur, un proche qui vient agresser un soignant, ce qui peut se passer très souvent dans nos services d'accueil et d'urgence. Et puis, bien sûr, tous ces accords interprofessionnels, ils ont été déclinés dans le Code du travail et donc ça fait obligation aux employeurs de prendre en compte tous ces éléments-là. Un nouvel accord en 2013 a visé à développer une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est 2013, ça fait une douzaine d'années. Alors, la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être. Ça a été défini comme ça sur 10 dimensions que vous avez là, que je ne détaille pas, mais le droit à l'erreur, par exemple, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il a fait une erreur. On va plutôt rebondir sur cet élément et analyser un petit peu. Tout ça, c'est un petit peu ce qu'expliquaient Séverine et Alexandra tout à l'heure. Le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, c'est très important. Et puis, cette 2013, en 2010, on va avoir un nouvel accord national interprofessionnel, négociation sans cesse, qui va se traduire dans des textes législatifs, des décrets, pour parler désormais de qualité de vie et des conditions de travail, pour intégrer les conditions de travail au sein même de la QVT. Pour réduire surtout la QVT, la qualité de vie au travail, il y a des actions ponctuelles de sensibilisation. Partez en week-end au ski tous ensemble, vous avez une journée ping-pong, baby-foot, des choses comme ça qui ne vont pas se traduire ne peuvent pas s'inscrire dans la pérennité. Ça, c'est très important. Donc, on va définir à partir de là la qualité de vie au travail au travers de plusieurs dimensions qui sont toujours les mêmes, qu'on retrouve toujours et que vous allez vous reconnaître. Ça a été évoqué aussi par les deux oratrices précédentes, les tâches et les organisations du travail, les relations sociales au travail, l'environnement, l'évolution professionnelle, le sentiment de reconnaissance, soutien de la hiérarchie, c'est quelque chose qui est assez prégnant dans nos services. Et puis, quelque chose de majeur qui devient de plus en plus important, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ces dimensions peuvent être explorées, alors je ne m'étale pas non plus là sur ces éléments-là, mais elles peuvent être explorées, chacune est mise en relation avec le sens du travail, le sens au travail que vous percevez, le sens qu'on a de notre travail. On a perdu pas mal de ce sens au moment de la crise Covid, l'existence de conflits de valeurs au travail, on en reparlera tout à l'heure, le stress que vous percevez et les éléments qu'on appelle des stresseurs qui peuvent contribuer à cette inquiétude, le bien-être que vous percevez et puis l'intention de quitter la profession ou quitter la fonction, mais parfois la profession. On a vu quand même bon nombre de professionnels de santé quitter leur fonction de professionnels en soins critiques, mais aussi quitter la profession tout court après la crise sanitaire. Et à partir de là, une fois que vous avez identifié, je résume un peu toute la démarche, mais à partir du moment où vous avez identifié tous ces éléments-là, vous pouvez mettre en place des propositions, faire des propositions d'amélioration de la qualité de vie au travail au sein des services. Alors, on sait que améliorer la qualité de vie des professionnels de santé, c'est sans méconnaître bien sûr les étudiants. Les étudiants, pour nous les externes, les internes, pour vous, les élèves infirmières, aides-soignantes, les élèves kinés, toutes les intervenants dans un service, on va à terme, l'intérêt c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ça a été évoqué tout à l'heure. La démarche Pacte présentée par nos collègues illustre tout à fait cette relation entre améliorer la qualité de vie au travail permet d'améliorer in fine la qualité et la sécurité des soins. C'est le résultat patient qui compte, patient et proche bien entendu. Et donc on évalue en général la qualité toujours sur des indicateurs objectifs qui sont relatifs aux conditions de travail. Vous avez la petite salle de préparation, mais qui permet d'améliorer sur des critères subjectifs un environnement de travail pour les professionnels, très important. Dans la littérature, et ça a été encore évoqué et souligné tout à l'heure, c'est que c'est l'équipe qui est la clé de voûte des fonctionnements dans un service. Et à partir de là, il faut laisser à l'équipe une latitude organisationnelle qui doit être garantie, qui permettra de favoriser et soutenir la coopération entre professionnels. C'est pas toujours ce qu'on a vécu qu'on vit dans les services, mais c'est important de considérer que l'équipe est vraiment le point important sur lequel on peut s'appuyer.
Alors une mise en œuvre, pardon, d'une démarche d'évaluation, d'amélioration. Bien sûr, l'objectif est d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. C'est d'identifier en premier lieu les pratiques qui favorisent le développement de cette démarche sur le terrain. Eh bien, en premier lieu, ça a été évoqué, c'est les politiques publiques qui vont créer un environnement favorable, des décrets de loi dont on a parlé. Mais il y a aussi la stratégie d'établissement, ça a été évoqué aussi, le financement que vous pouvez avoir pour soutenir un projet architectural ou éventuellement un projet d'amélioration de l'équipe. C'est une démarche qui positionne un établissement de santé dans cet accompagnement des équipes. Et puis, bien sûr, on décline au niveau le plus bas, je dirais, le niveau l'opérateur, l'effecteur, c'est vraiment l'équipe. Et là, il y a deux éléments importants, c'est d'avoir des équipes autonomes et un management adapté. Ça, c'est important et majeur. Eh bien, à l'échelon du service, le premier élément qui est important, c'est de développer des espaces pluriprofessionnels de discussion, comme ça a été montré tout à l'heure, des réunions systématiques et ponctuelles. Alors l'organisation, c'est très bien que ça a été évoqué, on ne dérange pas. La sanctuarisation des temps de réunion, c'est extrêmement important. Un peu comme vous le faites éventuellement dans le cadre des réunions, des discussions, des procédures collégiales, dans le cadre de la procédure collégiale pour limiter ou arrêter les soins. Et des réflexions architecturales, on a évoqué tout ça. Et puis le déploiement de démarches participatives, comme ça a été démontré tout à l'heure. Finalement, on aurait dû inverser les présentations. C'est le développement de démarches participatives de résolution des problèmes et d'amélioration de la qualité des soins. À l'échelon du service, il faut promouvoir le management. Alors, management médical et non médical. Le rôle de soutien de ces managers, ces deux managers, le chef de service et le cadre de santé, des équipes qui sont deviennent de plus en plus autonomes, plutôt que d'avoir un rôle directif, un rôle autoritaire. C'est ce qu'on appelle le management agile. On fait appel aux qualités des professionnels, on reconnaît leurs qualités et on les laisse évoluer, on leur donne l'attitude pour évoluer, pour les accompagner. On prend en compte les compétences et le savoir-faire de chacun des acteurs, on les soutient et on soutient les individus dans des projets professionnels, individuels, mais institutionnels également. Et donc ça rentre dans le cadre, bien sûr, pour les cadres, en tout cas dans le cadre des procédures d'évaluation annuelle. À l'échelon du service, c'est important pour développer une démarche d'amélioration de la qualité de vie, c'est la valorisation des compétences. Chacun a ses compétences et des expériences. On peut être expérimenté, ne pas avoir les diplômes qui nous valident notre compétence, mais l'expérience est quelque chose d'important qu'il faut valoriser. Ça permet de valoriser tous les professionnels à tous les niveaux. Développer une politique de formation interne, c'est important, portée par les professionnels, c'est la propagation des bonnes idées, on illustre tous les jours, c'est illustré tous les jours, les réunions thématiques, des journées de pôle, alors un pôle qui dépasse le cadre du service, les colloques à l'échelle d'un établissement, voilà, c'est des suggestions qui sont données et qui sont tirées bien sûr des recommandations et de la littérature. Tout ça peut effectivement entrer en ligne de compte. Le service de réanimation, en plus de ces éléments, il peut avoir son rôle à jouer sur l'impact des mesures législatives sur la qualité de vie du travail. Il peut constituer un véritable laboratoire. Le service de réanimation, un service un petit peu fermé, clos. On a des flux de malades qu'on contrôle. Il y a des éléments à rechercher et un certain nombre de projets de recherche peuvent porter là-dessus. Simplifier. Probablement, j'ai dit tout pour redonner du temps et de la capacité d'initiative aux professionnels. Ça, c'est important. Vous le savez, il y a des tas de procédures qui nous prennent énormément de temps, parfois qui sont redondantes ou répétitives. Et on peut aussi travailler là-dessus. Ça fait partie aussi du travail sur l'amélioration de la qualité. Je l'ai évoqué, le développer de la recherche-action en matière de QVT dans notre domaine. C'est quelque chose dont la société des services de réanimation, notre petit monde des réanimations peut s'emparer tout à fait. On en reparlera rapidement tout à l'heure. À l'échelon de l'institution, eh bien probablement le service de réanimation a une place, en tout cas en termes de réflexion éthique institutionnelle. On a évoqué ça tout à l'heure à la session, je dirais, environnementale. Tout à l'heure, c'est la réflexion qui permettrait de concilier la qualité de la prise en charge, l'efficience économique. Alors, efficience, c'est le meilleur soin au meilleur coût et la qualité de vie au travail des professionnels. Et ça, c'est une vraie réflexion que les
les services de réanimation où la réanimation peut porter. Tout ça, c'est en lien avec deux avis récents, 2021 si je me souviens bien et 2023 du Comité consultatif national d'éthique, qui met en avant ces éléments que je vous exposais, la simplification et les équilibres, les arbitrages dans nos politiques sociales et économiques, et puis l'intégration de repères éthiques en santé publique, dans l'éducation, le management, l'enseignement, la réorganisation du système de santé, intégrant la santé au travail. C'est très important, et on parlait de santé-environnement ce matin. L'avis 140 parle également d'un temps d'écoute et des patients, et de développer le temps de la réflexion éthique individuelle et collective dans les services, et repenser le système de santé, le système de soins sur un fondement éthique. Et surtout, très important, le comité consultatif dit que l'éthique doit sortir des cercles dédiés, des initiés, des sachants, pour irriguer tous les niveaux du soin, les organisations et les politiques de santé, et développer cette culture du questionnement éthique, c'est très important. À l'échelon de l'institution, le service de réanimation peut participer à la politique de ressources humaines de l'établissement en impliquant l'équipe de réanimation dans l'engagement institutionnel. On peut être moteur dans un établissement de santé, puisqu'on a, je vous ai dit pour les raisons, on a probablement des qualités ou des éléments qui nous permettent d'agir dans ce domaine. Et puis, c'est important d'identifier, de prévenir et de prendre en charge les risques psychosociaux. On sait qu'il y en a un certain nombre dans nos services, liés à notre mode de travail, liés à la sévérité des patients, à la prise en compte des familles et aux situations de fin de vie ou de limitation des engagements thérapeutiques. Donc tout ça, c'est important. On a un vrai terrain de travail, un vrai terrain de recherche, un vrai laboratoire d'exploration de tout ceci. Et ça, on peut l'amener dans une institution. Il y a de la littérature dans le domaine, ça avait été décrit là en 2021 par Élie Azoulay, par son équipe. En tout cas, tout ce qui peut se passer dans un service de réanimation, c'est réel, ce qui se passe dans notre spécialité. Là, c'est l'équipe de Laurent Papazian à Marseille sur l'épuisement professionnel décrit au sein d'équipes médicales et soignantes. C'était quelque chose de très intéressant de mettre en évidence. Cette étude a été publiée en 2023. Et puis, vous avez donc quelques éléments de l'équipe de Jean-Louis Vincent et de Élie Azoulay, enfin un travail fait qui proposait 10 mesures pour garder les infirmières au sein des services de réanimation. Pour ne pas faire, avant de recruter du monde, il faut aussi penser à garder ceux qui y sont. Alors ces 10 mesures, on y reconnaît tous les éléments que je vous ai évoqués. On n'a rien inventé. Les échanges, les discussions, le travail d'équipe, le management. On parle de good leadership, c'est probablement ce management agile qu'on évoquait. Alors, la société de réanimation s'est emparée du sujet en fin 2022 à la demande du président d'alors, Laurent Papazian. Il m'a chargé avec Sylvie Letellier, infirmière à Strasbourg, et de mener un groupe de travail sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail en réanimation. Alors on a travaillé, c'est un groupe de travail, c'est particulier. On a une mission définie, et donc on a créé ce groupe. On s'est entouré de professionnels et d'experts. Il y a eu un positionnement officiel de la CRLF. Elle s'est positionnée aussi comme soutien et promoteur de la recherche sur nos suggestions dans le domaine, et c'est de la recherche qualitative avec 2 études qui sont en cours. On a créé une bourse de recherche dans le domaine de la qualité de vie en réanimation, et puis le logo que vous voyez là, qui ressemble un petit peu au logo que diffuse la société de réanimation, et comme par exemple celui du groupe Réagir. Et puis on va alimenter un onglet sur le site même de la SRLF. C'est en cours de création. C'est pas tout de le faire, il faut pouvoir l'alimenter avec de la matière.
Et les perspectives, en tout cas, de ce qu'on peut proposer dans une démarche qualité, en tout cas qui serait portée par nos services, c'est d'installer une vraie culture d'amélioration. Hein. Bien sûr, quand on dit QVT, on parle d'amélioration au sein des services. Redéfinir le sens au travail qui peut être perdu à l'occasion d'une crise sanitaire, à l'occasion d'un événement dans le service, à l'occasion d'une prise en charge d'un patient. C'est de mettre l'accent sur ce qu'on appelle la qualité empêchée. J'ai envie de faire, je suis capable de bien faire, mais je ne peux pas le faire. Pour quelle raison? Du temps empêché, les interruptions de tâches, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est travailler sur la relation entre QVT et qualité des soins, ça c'est très important, le résultat patient et famille que j'évoquais, la sécurité des soins et l'attractivité des services dans lesquels vous vivez bien, ils vont être plus attractifs que les autres. On prend la fuite quand le service n'est pas ou l'établissement ne correspond pas à nos aspirations ou nous met en situation de souffrance au travail. Probablement, à partir des études, à partir de l'observation, c'est créer des outils et d'intégrer ces outils de management continu, de suivi de la qualité spécifique en réanimation. Ça, c'est un travail ambitieux, mais qui pourrait servir à nos cadres santé ou à nos chefs de service pour manager cette qualité de vie qui concerne aussi bien les docteurs que les équipes soignantes. Un point important, on l'a évoqué aussi, c'est d'identifier et de prévenir les situations dilemmétiques en réanimation qui peuvent survenir à propos d'une limitation ou un arrêt des thérapeutiques, mais qui peuvent survenir au moment de situations d'admission ou de réadmission de patients, de discussions autour de ces situations, qui peuvent être source de silence éthique, c'est-à-dire ça me bouscule, mais je n'ose pas en parler. Je n'ose pas en parler parce que je ne suis pas dans l'atmosphère générale où je vais peut-être être un petit peu décalé par rapport aux autres. Et plus vous vous taisez dans ces situations, vous subissez dans votre moralité, votre pensée, vous subissez ces situations, on installe des climats de souffrance éthique. Et ça, c'est des climats très délétères en termes de qualité de vie au travail et qui font perdre du sens au travail et qui peuvent inciter les personnes à quitter la fonction ou quitter même la profession de santé. Porter également, la démarche de qualité de vie peut également être portée sur la réflexion relative à la qualité de vie des praticiens en réanimation au sein des services. Alors c'est une démarche qui peut être tout à fait en lien avec les RFE, recommandations formalisées d'experts qui ont été publiées. On a évoqué, alors ça c'est plus ce volant médical, donc ça a été publié et avec Nicolas Terzi comme premier auteur dans la revue AIC au mois de janvier. C'est très intéressant, c'est un travail qui a été conduit sur près d'une année pour identifier ces éléments et on peut aussi se servir de ces éléments pour travailler là-dessus. Porter probablement la réflexion relative à la QVT de nos futurs professionnels, qu'ils soient soignants ou du médicaux, notamment relative aux violences au travail, particulièrement les violences sexistes, qui existent une vraie réalité. Et puis un élément très important et probablement très porteur qui nous fait aussi, qui fera sûrement écho, c'est d'explorer les liens, comme on l'a déjà dit, entre QVT, qualité et sécurité des soins. Quand on améliore probablement la condition de vie des professionnels au travail, on améliore probablement la sécurité des soins et l'impact direct sur le patient est extrêmement important. Et c'est un point sur lequel on pourrait travailler. Tout ce que je vous expose là, ce sont des perspectives qui vont s'installer, si on arrive à les porter, elles vont s'installer dans la durée et c'est pas du jour au lendemain. Mais les démarches comme présentées par Séverine et Alexandra sont ce type de démarches qui peuvent porter sur justement la mise en place d'une démarche QVT. Alors ça, c'est des éléments que j'ai empruntés à Edith Salès-Huismain qui est psychologue au travail, spécialiste, professeur à l'Université de Bourgogne, dans un ouvrage qui va paraître sur les qualités de vie et conditions de travail des soignants avec un aspect éthique. Et voilà donc tout ce qui peut se décliner au cours de la présentation. Vraiment l'équipe, comme vous avez un élément qui se rapproche, l'installation de cette démarche, elle commence par constituer
plus ces comités de pilotage, orienter la démarche, faire le diagnostic, générer des groupes de travail, faire la synthèse, restituer, réévaluer, comme l'ont évoqué les oratrices précédentes. On n'a rien inventé, c'est des démarches habituelles, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pas brûler les étapes. C'est très important. Vous voyez par exemple ce travail qui date de 2018, qui est un travail présenté par nos collègues marseillais. On a montré que la mise en place de programmes justement notamment qui incluait la simulation de programmes de formation et d'accompagnement pouvait améliorer et améliore le stress au travail, améliore la souffrance au travail sous la forme de l'intention de quitter et de l'absentéisme par exemple. Donc ça c'est très important, c'est un travail parmi d'autres, la littérature en est pleine et on peut trouver plein d'éléments de réflexion. En gros, la démarche de qualité de vie au travail, d'amélioration, c'est d'abord prendre soin de l'autre et de s'inquiéter de notre collègue. S'inquiéter, ça c'est très important, de ne pas laisser l'autre en souffrance quand on a des prémices où on a le sentiment qu'il est en souffrance. Il faut une appropriation individuelle et collective de la démarche. Ça c'est clair. Il faut que les professionnels, on s'est souhaité que les professionnels s'emparent de la démarche. Il faut qu'ils l'approprient, c'est très important, ça a été démontré et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Alors avec beaucoup de patience, savoir attendre, savoir répéter, avoir beaucoup de courage, comme dans la démarche en matière de développement durable ou de réanimation verte, comme on l'a évoqué ce matin. Et puis surtout, c'est l'équipe la clé de voûte de cette démarche et c'est pas un professionnel qui peut mener ça tout seul, il peut être moteur, il peut impulser, mais il peut pas le mener tout seul et c'est fédérer une équipe. Quand je vois les 70 agents qui ont participé au travail, c'est important et on ne peut pas se passer de cette dynamique-là. Comme j'ai encore le micro quelques instants, je voulais juste vous faire un petit peu de publicité sur cette journée qui s'appelle PICS Day, qui est organisée à Tours le 23 mai, qui tourne autour du syndrome de post-réanimation. Donc voilà, vous pouvez flasher le code. C'est une journée intéressante qui intéresse tous les professionnels de santé, qui est la deuxième journée qui est intéressante. Et puis, en facteur d'attractivité, je vous invite à venir à Dieppe au mois de septembre, mi-septembre, c'est le Festival international du cerf-volant. Voilà, ça c'est une photo quand il fait beau et quand il y a les cerfs-volants. Voilà, mais c'est bien aussi en dehors. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre patience. Merci beaucoup Jean-Philippe, c'est toujours un grand plaisir de t'écouter, de t'entendre. Tu as quasiment tout dit d'ailleurs, je voulais rajouter des choses, mais au fur et à mesure tu disais. Alors Jean-Philippe est d'une modestie incroyable, alors beaucoup moins que moi, c'est pour ça qu'on s'entend très bien, parce qu'en fait la coordination de l'ouvrage, c'est surtout nous qui l'avons fait. Edith Salles-Vivien, qui est psychosociologue à Bourgogne-Europe, nous a aidés sur les outils. On parlait d'outils tout à l'heure pour évaluer ce qu'on faisait en termes de qualité et sécurité des soins, de QVCT. Alors, il y a quelques outils qui existent au niveau international, qui sont peut-être un peu moins reproductibles. Nous, on a développé, enfin surtout Edith, l'outil Qualtrics. Vous avez peut-être participé, il y a eu plus de 600 personnes qui ont participé, et ça permet d'évaluer toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en route, hors culture, qualité, sécurité des soins, bien évidemment, ou d'autres actions, pour voir si la QVCT évolue au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle un baromètre avec une boussole qui est identifiée pour avoir des objectifs à atteindre, et puis le baromètre qui permet de voir dans une équipe comment se passe la QVCT. Les établissements ont besoin d'indicateurs, et ça c'est très très important. C'était souligné tout à l'heure par Séverine Alexandra, le fait qu'il y ait une équipe qui ne bouge très peu, c'est un très bon indicateur de satisfaction des agents dans leur service. La fidélisation, bien évidemment, le fait que les gens s'arrêtent très peu, et aussi le job strain qui est très utilisé, le stress perçu, c'est une échelle très très simple. Et en fait, toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en route, et Jean-Philippe en a parlé dans sa présentation, il faut que ça soit suivi d'indicateurs. Alors c'est pas trop notre job entre guillemets, mais les directeurs ne comprennent que ça. Il faut du quantitatif.
mais rien que leur dire, il y a moins de 5% effectivement de turnover, il y a très peu d'absentéisme, les gens se remplacent ou s'auto-remplacent, et ça c'est très très important. Rien que ça, il y a beaucoup de services, et je pense notamment aux services des grandes villes, des grandes métropoles, qui seraient très contentes d'avoir ce qui est fait effectivement dans ces établissements où il y a des turnovers parfois de 25-30%, et vous voyez bien que la qualité et la sécurité des soins va en pâtir derrière. Donc, non, merci beaucoup Jean-Philippe, c'est vraiment une très 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 belle présentation. Quand on avait commencé le groupe de travail il y a quelques années, on s'était dit comment on va appréhender cette QVCT. C'est probablement lié c'est surtout les cadres supérieurs de santé, direction des soins, puis en fait on s'est dit non, il faut se l'approprier avec bien évidemment l'encadrement et les soignants. Donc cette QVCT, c'est pas simplement pour les managers, et ça a été dit précédemment, non, il faut effectivement qu'une démarche participative, une culture d'équipe, et puis vous allez mettre en route des actions dans n'importe quel domaine, et vous allez voir évoluer cette QVCT au fil du temps. Est-ce qu'il y a des interrogations, des questions? Profitez, Jean-Philippe, alors je disais tout à l'heure, c'est un réanimateur, un grand réanimateur, je le dis effectivement, alors, d'une part parce qu'on se connaît très bien, mais qui a vraiment le souci de l'autre, qui a le souci de l'autre, notamment des patients, des proches, mais aussi beaucoup de son équipe. Et moi, il m'a beaucoup appris en tout cas sur la manière dont on pouvait manager, s'entraider, discuter, partager, et que la décision devait venir après une réflexion, une discussion, mais on ne devait pas discuter une décision. Et ça, effectivement, quand on est chef de service, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc il faut réfléchir, discuter et ensuite décider. Et c'est bien évidemment souvent le supérieur hiérarchique qui décide, mais après avoir échangé. Merci beaucoup Jean-Philippe, vraiment très belle présentation. J'ai pas vu de bras se lever. Moi j'ai une petite question en attendant de voir s'il y a d'autres remarques. Juste très pratico-pratique. Donc moi ça m'a beaucoup intéressé. Alors si je suis médecin ou cadre de santé et je suis dans un service où j'ai l'impression que la culture de qualité de vie n'est pas suffisamment présente, par quoi je dois commencer dans mon service pour enclencher cette démarche-là? Effectivement, merci Auguste. C'est vraiment, il faut que les conditions soient propices. Si tu es dans une situation tendue ou conflictuelle, moi c'est pas là que je commencerai. Il faut trouver la situation propice, les professionnels en place, une démarche d'établissement où éventuellement je me tournerai vers la direction de mon établissement pour savoir si on pourrait nous accompagner dans la démarche, parce que ça peut être aussi autorisé du temps de la mise à disponibilité de temps de soignants, c'est-à-dire pour les réunions on fait parvenir 20 ou professionnels. Alors bien sûr ça va être au cadre à tricoter, à organiser tout ça, mais c'est pas simple de faire venir un tiers d'une équipe d'infirmières sur une réunion de 4 heures. Il faut rendre ce temps. Et donc tout ça, je pense qu'il faut un vrai soutien. Séverine, peut-être que tu es un vrai soutien mais il faut être convaincant, je pense, auprès de la direction. Et puis après, je pense qu'il faut un climat propice dans le service. Il faut peut-être des personnes stables sur la durée dans un service. Si tu as un cadre de santé faisant fonction de cadre qui est là pour une période déterminée, ça peut être compliqué de ne pas lui confier une démarche qu'il ne pourra pas mener ou dont on ne pourra pas retirer les fruits. Voilà, même si ça concerne également l'équipe médicale, je pense que c'est... Et puis après, je crois que c'est d'abord se mettre autour d'une table, réunir, comme ça a été dit, un petit groupe de pilotage, un petit comité de pilotage qui va définir la démarche, utilisant un outil comme Pacte, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a une quinzaine de jours. Donc c'est Laurent qui nous en a parlé. Donc ravi aussi de suivre cette présentation, en tout cas. Voilà, bon, je pense qu'il faut commencer modestement, toujours, mais avec de l'ambition. Merci beaucoup. Eh bien, merci. On va conclure du coup cette présentation. Merci beaucoup.